Bienvenue, chers amis détectives. Installez-vous confortablement avec une tasse de thé bien chaud, car nous partons ensemble dans les montagnes enneigées des Alpes françaises, où un mystère fascinant attend d'être résolu. Dans ce petit village isolé de Saint-Cristal, perché à 1800 mètres d'altitude, la neige cache bien plus que des secrets. Elle cache la vérité. Miss Jane Marple, notre chère détective anglaise, se retrouve coincée par une tempête de neige dans un charmant chalet-hôtel. Mais ce qui devait être des vacances paisibles se transforme en une enquête palpitante quand des événements étranges commencent à se produire. Pas de violence, pas d'armes, juste l'intelligence, l'observation et cette capacité unique de Miss Marple à voir ce que les autres ne voient pas. Alors, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette histoire? Êtes-vous au Brésil, en France, au Portugal, en Afrique francophone? Partagez votre localisation et préparez-vous à vivre cette aventure avec nous. Cette histoire vous emmènera dans un voyage où chaque détail compte, où chaque conversation cache un indice et où la solution se trouve dans les petits gestes du quotidien. Miss Marple nous rappelle que la nature humaine est la même partout et c'est en comprenant les gens qu'on résout les mystères. N'oubliez pas de commenter, liker et partager si vous aimez les histoires de mystères. Et surtout, essayez de résoudre l'énigme avant Miss Marple. Prêt? Alors, commençons notre voyage dans la neige. La voiture qui transportait Miss Jane Marple grimpait lentement la route de montagne, ses roues glissant parfois sur la neige fraîchement tombée. Par la fenêtre embuée, elle observait les sapins couverts de blanc, leurs branches ployant sous le poids de la neige, comme des danseurs fatigués. Le chauffeur, un homme taciturne nommé Dubois, concentrait toute son attention sur la route étroite qui serpentait entre les précipices. Miss Marple tricotait tranquillement, ses aiguilles cliquetant au rythme des virages, mais ses yeux bleus perçants ne manquaient rien du paysage qui défilait. Elle avait accepté cette invitation de sa nièce Diana pour passer 2 semaines dans les Alpes, espérant un repos bien mérité après une année chargée à St. Mary Mead. Pourtant, quelque chose dans l'air froid de la montagne lui disait que ce séjour ne serait pas aussi tranquille qu'elle l'avait espéré. Le village de Saint-Cristal apparut enfin, niché dans une vallée comme un bijou dans un écrin de velours blanc. Le chalet des Brumes, l'hôtel où elle devait séjourner, se dressait à l'entrée du village, imposante et accueillante à la fois. C'était une bâtisse traditionnelle, en bois et pierre, avec de larges balcons ornés de géraniums gelés et des volets peints en vert foncé. La fumée s'échappait paresseusement de 3 cheminées, promettant chaleur et confort à l'intérieur. Monsieur Beaumont, le propriétaire, attendait sous le porche, un homme rond, au visage jovial et aux joues rougies par le froid et peut-être aussi par le bon vin. Il s'empressa d'aider Miss Marple à descendre de la voiture, parlant rapidement en français, avec cet accent savoyard qui chantait comme une mélodie. « Bienvenue, bienvenue, Madame Marple. Nous sommes honorés de vous recevoir », disait-il en frottant ses mains potelées. Miss Marple sourit chaleureusement et le remercia, notant immédiatement la nervosité qui perçait sous son enthousiasme apparent. Elle avait appris au fil des années que les gens nerveux avaient souvent quelque chose à cacher, ou du moins quelque chose qui les préoccupait. Dans le hall d'entrée, une grande cheminée crépitait joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Le mobilier était confortable, sans être luxueux. Des fauteuils en cuir usé, des tapis persans un peu fanés, des photographies anciennes du village accrochées au mur. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle du café et de la pâtisserie fraîche, créant une atmosphère accueillante qui réchauffait immédiatement le cœur. Madame Beaumont, l'épouse du propriétaire, apparut depuis la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier blanc immaculé. C'était une femme mince, au visage sévère, mais aux yeux doux, le contraire parfait de son mari expansif. Elle salua Miss Marple avec une politesse réservée, presque timide, puis disparut, aussi rapidement qu'elle était venue. Miss Marple trouva ce comportement intéressant. Dans un hôtel, l'épouse du propriétaire était généralement aussi accueillante que son mari. Les autres pensionnaires étaient réunis dans le salon pour le thé de l'après-midi.
Il y avait d'abord professeur Laurent Dumas, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris ébouriffés, qui étudiait les glaciers et passait ses journées à marcher dans la montagne, avec son équipement scientifique. À côté de lui, mademoiselle Céleste Noir, une romancière parisienne d'une quarantaine d'années, élégante et mystérieuse, qui était venue chercher l'inspiration pour son prochain roman. Monsieur et madame Leclerc, un couple de retraités de Lyon, discutaient tranquillement près de la fenêtre, lui lisant son journal, elle brodant un napperon avec une patience infinie. Le docteur Antoine Rousseau, médecin à la retraite, au visage buriné par les années, jouait aux échecs contre lui-même dans un coin. Enfin, il y avait Pierre Moreau, un jeune artiste peintre aux yeux rêveurs, qui croquait le paysage depuis le balcon, malgré le froid mordant. Miss Marple les observa tous discrètement, enregistrant chaque détail, chaque geste, chaque regard. Après les présentations polies et le thé, Miss Marple monta dans sa chambre, une pièce charmante, au 2e étage, avec vue sur la vallée. Le lit était recouvert d'un édredon en plumes moelleux. Le plancher craquait agréablement sous ses pas, et une petite bibliothèque contenait des livres en français et en anglais. Elle défait sa valise avec soin, rangeant ses vêtements dans l'armoire, qui sentait la lavande, disposant ses affaires de toilette sur la commode en bois sculpté. Par la fenêtre, elle pouvait voir les lumières du village, qui commençaient à s'allumer, une à une, dans le crépuscule violet. Les montagnes environnantes devenaient des silhouettes sombres contre le ciel, majestueuses et vaguement menaçantes. Miss Marple s'installa dans le fauteuil, près de la fenêtre avec son tricot, et observa. Observer était sa spécialité, son talent unique. Elle avait toujours dit que les gens étaient les mêmes partout, et que comprendre la nature humaine était la clé pour comprendre tous les mystères. Le dîner fut servi à 8 heures, dans la salle à manger ornée de boiseries sombres et éclairée par des bougies. Madame Beaumont avait préparé un repas délicieux, soupe à l'oignon, truite des montagnes, fromages locaux et tartes aux myrtilles. La conversation autour de la table était animée, chacun racontant ses projets pour le séjour. Le professeur Dumas parlait avec passion de ses recherches sur le réchauffement climatique et l'impact sur les glaciers alpins. Mademoiselle Noire écoutait attentivement, prenant peut-être des notes mentales pour son roman. Les Leclerc discutaient de leurs précédentes vacances en montagne, comparant les villages et les auberges, avec des opinions bien arrêtées. Le docteur Rousseau mangeait en silence, observant les autres avec une attention qui rappelait celle de Miss Marple elle-même. Pierre Moreau dessinait des croquis sur sa serviette en papier, capturant les visages autour de la table, avec quelques traits rapides et sûrs. Miss Marple écoutait plus qu'elle ne parlait, comme toujours, posant occasionnellement des questions innocentes qui révélaient bien plus que les gens ne le réalisaient. Quand Miss Marple se retira enfin dans sa chambre ce soir-là, la neige avait recommencé à tomber, dense et silencieuse, enveloppant le chalet dans un cocon blanc. Elle se tenait à la fenêtre, regardant les flocons tourbillonner dans la lumière du réverbère, et réfléchissait aux personnes qu'elle avait rencontrées. Tous semblaient ordinaires, des vacanciers normaux, cherchant repos ou inspiration dans les montagnes. Pourtant, Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que les apparences étaient toujours trompeuses. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère du chalet des brumes, une tension subtile qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Monsieur Beaumont était trop nerveux, Madame Beaumont trop réservée, et certains regards échangés entre les pensionnaires suggéraient des histoires non dites. Elle soupira doucement, arrangea son châle autour de ses épaules et décida qu'elle observerait attentivement dans les jours à venir. Après tout, se dit-elle avec un petit sourire, même en vacances, une détective reste une détective, et les mystères ont une façon de se présenter aux personnes qui savent les voir. Le lendemain matin, Miss Marple fut réveillée par des cris provenant du rez-de-chaussée. Elle enfila rapidement sa robe de chambre et ses pantoufles, puis descendit l'escalier en bois, aussi vite que sa dignité le permettait. Dans le salon, elle trouva Mademoiselle Noire, dans un état de grande agitation, les cheveux défaits, le visage pâle, gesticulant avec désespoir. « Mon manuscrit !» criait-elle. « Mon manuscrit a disparu.
3 ans de travail, envolé. M. Beaumont essayait vainement de la calmer, lui offrant du cognac, qu'elle refusait d'un geste impatient. Les autres pensionnaires apparurent, un à un, attirés par le bruit, tous en tenue matinale, tous également surpris et curieux. Miss Marple s'approcha calmement et posa sa main sur le bras de la romancière, agitée. « Calmez-vous, ma chère, dit-elle doucement en français, avec son accent anglais charmant, et racontez-nous exactement ce qui s'est passé. » Mademoiselle Noire prit une profonde inspiration et expliqua qu'elle avait laissé son manuscrit, le seul exemplaire de son nouveau roman, sur le bureau de sa chambre la veille au soir. Elle avait dîné, puis était descendue au salon pour lire près du feu, jusqu'à minuit environ. Quand elle était remontée dans sa chambre, elle avait remarqué que sa porte était légèrement entr'ouverte, ce qui l'avait surprise, car elle était certaine de l'avoir fermée. Fatiguée, elle n'y avait pas prêté attention sur le moment, et s'était couchée directement, sans regarder son bureau. Ce matin, en se réveillant, elle avait voulu reprendre son travail, et avait découvert avec horreur que le manuscrit, 400 pages tapées à la machine, avait complètement disparu. La fenêtre de sa chambre était fermée de l'intérieur, il n'y avait aucun signe d'effraction, et rien d'autre n'avait été dérangé ou volé. Qui ferait une chose pareille, sanglotait-elle. Et pourquoi? C'est mon œuvre, ma vie. Le docteur Rousseau, toujours pragmatique, suggéra qu'elle avait peut-être simplement égaré les pages. Peut-être les avait-elle rangées ailleurs sans s'en souvenir. Mademoiselle Noire le foudroya du regard, droya. « Je ne suis pas sénile, docteur. Je sais où je range mon travail. » Le professeur Dumas proposa d'aider à chercher, pensant que le manuscrit pourrait être tombé derrière un meuble ou avoir été déplacé par accident. Pierre Moreau, le jeune peintre, semblait sincèrement désolé pour elle et offrit immédiatement son assistance. Les Leclerc échangèrent un regard inquiet, et Madame Leclerc murmura quelque chose à son mari sur la sécurité de l'hôtel. Monsieur Beaumont transpirait maintenant visiblement, ses joues normalement roses devenant cramoisies, et il assura à tous que rien de tel ne s'était jamais produit au Chalet des Brumes, que c'était un établissement respectable. Miss Marple écoutait tout cela attentivement, ses yeux passant d'un visage à l'autre, notant chaque réaction, chaque mot, chaque silence révélateur. « Si je peux me permettre, » dit Miss Marple de sa voix douce mais ferme, « il serait peut-être prudent de vérifier que personne d'autre n'a subi de disparition similaire. Mademoiselle Noire, êtes-vous absolument certaine que rien d'autre ne manque dans votre chambre ?» La romancière réfléchit un moment, fouillant dans sa mémoire, puis secoua la tête. « Non, rien. Mon argent est toujours là, mes bijoux aussi, seulement le manuscrit. » C'était effectivement curieux, pensa Miss Marple. Un voleur ordinaire aurait pris quelque chose de valeur monétaire. Pourquoi prendre uniquement un manuscrit? Pour le lire? Pour empêcher sa publication? Par jalousie? Ou peut-être pour une raison que personne n'avait encore envisagée? Nous devrions peut-être en informer la police, suggéra M. Leclerc, toujours soucieux de suivre les procédures correctes. M. Beaumont pâlit à cette suggestion. La police, est-ce vraiment nécessaire? Cela donnerait une mauvaise réputation à l'hôtel. Peut-être que nous pouvons résoudre cela entre nous. Miss Marple proposa un compromis. Pourquoi ne pas commencer par une recherche approfondie? Si nous ne trouvons rien d'ici ce soir, alors oui, il faudra contacter les autorités. Mais donnons-nous d'abord une chance de comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde accepta cette suggestion raisonnable. Le groupe se dispersa, certains retournant à leur chambre pour s'habiller, d'autres commençant déjà à chercher dans les espaces communs. Miss Marple monta avec Mademoiselle Noire jusqu'à sa chambre, au 3e étage, juste au-dessus de la sienne. La chambre était élégante, mais simple, avec un lit à baldaquin, une armoire ancienne, et effectivement un bureau près de la fenêtre où la romancière travaillait. Miss Marple examina tout attentivement. Le verrou de la porte fonctionnait parfaitement. La fenêtre était bien fermée, et il n'y avait aucune trace de lutte ou de désordre. Le bureau était soigneusement rangé, avec seulement un encrier, des stylos et quelques feuilles de papier vierges. Aucune poussière perturbée, aucun tiroir ouvert. Quelqu'un avait pris le manuscrit avec précaution, presque avec respect. « Dites-moi,
demanda Miss Marple, en s'asseyant délicatement sur la chaise du bureau. Ce manuscrit, de quoi traitait-il exactement? Mademoiselle Noire hésita un instant, puis s'assit sur le lit. C'est un roman basé sur une histoire vraie, expliqua-t-elle. L'histoire d'un scandale qui s'est produit dans un village de montagne il y a 30 ans. Un homme riche a été ruiné, sa famille déshonorée, et personne n'a jamais vraiment su pourquoi. J'ai fait des recherches pendant 3 ans, interviewé d'anciennes personnes du village, consulté des archives. Je pensais avoir découvert la vérité. Elle regarda Miss Marple avec des yeux brillants d'émotion. Vous comprenez maintenant? Si quelqu'un voulait que cette histoire reste enterrée, si quelqu'un avait peur de ce que j'avais découvert, Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, elle comprenait très bien. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'était une tentative de faire taire une vérité. La question maintenant était, qui dans cet hôtel avait quelque chose à voir avec cette vieille histoire? Qui avait des secrets à protéger? Et jusqu'où irait-il pour les garder? Miss Marple regarda par la fenêtre de la chambre de Mademoiselle Noire, vers les montagnes enneigées, qui gardèrent leurs propres secrets depuis des millénaires. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, » dit-elle avec une confiance tranquille. « Nous allons retrouver votre manuscrit. Les gens qui prennent des choses pensent souvent qu'ils peuvent les faire disparaître, mais dans mon expérience, tout laisse une trace. Il suffit de savoir où regarder. » Mademoiselle Noire la regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Comment cette vieille dame anglaise, aussi gentille soit-elle, pourrait-elle résoudre ce mystère? Mais il y avait quelque chose dans le regard calme et intelligent de Miss Marple qui inspirait confiance. Quelque chose qui suggérait que sous cette apparence de grand-mère inoffensive se cachait un esprit redoutable. Mademoiselle Noire ne savait pas encore qu'elle venait de rencontrer l'une des meilleures détectives d'Angleterre, une femme qui avait résolu plus de crimes que la plupart des policiers professionnels. Et Miss Marple, pour sa part, sentait déjà les rouages de son esprit se mettre en marche, analysant, comparant, cherchant le fil qui révélerait toute la vérité. Après le petit déjeuner, Miss Marple décida de faire une promenade dans le village, malgré le froid mordant et la neige fraîche qui craquait sous ses bottes fourrées. Elle avait toujours cru que pour comprendre un mystère, il fallait d'abord comprendre le lieu où il se déroulait. Saint-Cristal était un village typique des Alpes, avec ses maisons en pierre et bois, ses ruelles étroites, son église au clocher pointu qui dominait la place centrale. La boulangerie exhalait l'odeur alléchante du pain frais et des croissants chauds. La quincaillerie affichait ses outils et ses ustensiles dans une vitrine poussiéreuse, et le café du village bourdonnait déjà de conversations animées malgré l'heure matinale. Miss Marple entra dans la boulangerie, sachant par expérience que les commerçants étaient souvent les meilleures sources d'informations dans un village. « Bonjour, madame », accueillit la boulangère, une femme robuste au sourire chaleureux. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Vous séjournez au chalet des Brumes ?» Miss Marple acquiesça et commanda 2 croissants et une baguette, bien qu'elle n'en ait pas vraiment besoin. Pendant que la boulangère préparait son sac, elle engagea la conversation avec ce talent naturel qu'elle avait pour mettre les gens à l'aise. « C'est un village magnifique, » dit-elle admirativement. « Vous devez y vivre depuis longtemps. » La boulangère sourit avec fierté. « Toute ma vie, madame. Ma famille tient cette boulangerie depuis 4 générations. J'ai vu ce village changer. Vous savez, avant nous étions seulement des bergers et des fermiers. Maintenant, avec le tourisme, c'est différent. » Miss Marple saisit l'ouverture. « Les changements ne sont pas toujours faciles, j'imagine. Il doit y avoir beaucoup d'histoires dans un village aussi ancien. » La boulangère hésita un instant, puis se pencha légèrement, baissant la voix, comme si elle partageait un secret. « Oh, des histoires. Nous en avons beaucoup. Certaines heureuses, d'autres moins. » « Justement, » continua Miss Marple innocemment, « une des pensionnaires de l'hôtel, Mademoiselle Noire, m'a mentionné qu'elle écrivait sur l'histoire locale. Elle parlait d'un scandale ancien. » Le visage de la boulangère se ferma immédiatement. « Ah, cette histoire, » dit-elle avec moins d'enthousiasme. « C'est du passé, madame. Il vaut mieux laisser les vieilles affaires enterrées. » Mais Miss Marple vit dans ses yeux qu'elle en savait davantage. « Bien sûr, bien sûr.
acquiesça-t-elle doucement. Mais vous savez comment sont les écrivains, toujours curieux. De quoi s'agissait-il exactement? La boulangère regarda autour d'elle pour s'assurer qu'aucun autre client n'entrait. C'était l'affaire Renard, murmura-t-elle enfin. Monsieur Édouard Renard. C'était un homme important, ici, il y a 30 ans. Riche, respecté, avec une famille belle et une grande maison sur la colline. Puis, du jour au lendemain, tout s'est effondré. Sa fortune a disparu. Des accusations de fraude, de trahison même. Il a quitté le village dans la honte, et sa famille avec lui. Miss Marple écoutait attentivement, enregistrant chaque détail. Comme c'est tragique. Et on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé? La boulangère secoua la tête. Les gens ont parlé, bien sûr. Certains disaient qu'il avait volé, d'autres qu'il avait été trahi par quelqu'un de proche. Il y avait des rumeurs sur un document important qui avait disparu, des preuves de quelque chose. Mais rien n'a jamais été prouvé. Monsieur Renard est mort quelques années plus tard, brisé et oublié. Sa femme aussi. Les enfants ont disparu. Personne ne sait où ils sont allés. Elle marqua une pause, puis ajouta plus bas. « Mais vous savez, madame, dans les villages, les secrets ne meurent jamais vraiment. Il y a des gens ici qui savent ce qui s'est passé, des gens qui préféreraient que personne ne pose de questions. » Miss Marple sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Merci pour ces croissants, ils sentent délicieux. » En sortant de la boulangerie, Miss Marple aperçut le professeur Dumas, qui marchait rapidement vers l'église, son sac à dos rempli d'équipements sur les épaules. Elle décida de le suivre discrètement, curieuse de voir où ses recherches le menaient. Il traversa la place, passa devant l'église sans s'arrêter, et continua vers un chemin qui montait dans la montagne. Miss Marple ne pouvait pas le suivre sur ce terrain difficile, mais elle nota sa direction et l'heure de son départ. Elle se dirigea ensuite vers le café, où elle commanda un chocolat chaud et s'installa près de la fenêtre. Le café était rempli de villageois, principalement des hommes âgés qui jouaient aux cartes et discutaient des affaires locales. Personne ne prêtait attention à la vieille dame anglaise qui sirotait son chocolat, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Elle écouta les conversations flotter autour d'elle, captant des bribes ici et là. Les étrangers qui viennent fouiner dans nos affaires. Elle pose trop de questions, cette Parisienne. Comme si le passé ne pouvait pas rester tranquille. Le propriétaire du café, un homme maigre au nez pointu, vint remplir sa tasse. « Vous aimez notre village, madame ?» demanda-t-il poliment. Miss Marple lui sourit. « Beaucoup. C'est si paisible ici. On imagine que rien de mauvais ne pourrait jamais se passer dans un endroit aussi charmant. » L'homme eut un sourire énigmatique. C'est ce que pensent les touristes, oui, mais chaque village a ses ombres, madame, même les plus beaux. Il s'éloigna avant que Miss Marple ne puisse répondre. Elle resta encore 1 heure au café, observant, écoutant, réfléchissant. Un schéma commençait à se former dans son esprit. L'affaire Renard, le manuscrit disparu de Mademoiselle Noire, la nervosité de Monsieur Beaumont, les regards échangés entre certains villageois. Tout cela était connecté d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Mais elle sentait qu'elle se rapprochait de quelque chose d'important. Les pièces du puzzle étaient devant elle. Il lui suffisait de les assembler correctement. Quand Miss Marple retourna au chalet des Brumes, en début d'après-midi, elle trouva l'atmosphère encore plus tendue que le matin. Mademoiselle Noire était enfermée dans sa chambre, refusant de descendre, même pour déjeuner. Le docteur Rousseau lisait dans un fauteuil, mais ses yeux ne suivaient pas vraiment les lignes. Les Leclerc avaient annoncé qu'ils envisageaient de partir plus tôt que prévu, ne se sentant plus en sécurité. Pierre Moreau peignait fébrilement sur le balcon, comme si l'art pouvait le protéger de l'inquiétude ambiante. Monsieur Beaumont faisait les 100 pas dans le hall, son visage montrant clairement qu'il regrettait le jour où il avait décidé d'ouvrir un hôtel. Madame Beaumont, pour sa part, restait invisible, enfermée dans les cuisines d'où s'échappaient les bruits de casseroles entrechoqués avec plus de force que nécessaire. Miss Marple monta dans sa chambre, retira son manteau et ses bottes et s'assit avec son tricot près de la fenêtre. Elle avait beaucoup à réfléchir, beaucoup à analyser.
Le manuscrit disparu n'était que le début. Elle en était certaine. Il y avait autre chose qui se préparait. Une tension qui montait comme l'eau derrière un barrage. Et bientôt, très bientôt, quelque chose allait se briser. Le lendemain matin, Pierre Moreau ne descendit pas pour le petit déjeuner. Au début, personne ne s'en inquiéta particulièrement. Les artistes étaient méconnus pour leurs horaires irréguliers, après tout. Mais quand midi arriva sans qu'on l'ait vu, M. Beaumont commença à s'inquiéter. Il monta frapper à sa porte, appelant doucement, puis plus fort, mais n'obtint aucune réponse. Avec l'autorisation inquiète de Miss Marple et du docteur Rousseau qui l'accompagnait, il ouvrit la porte avec son passe. La chambre était vide, le lit défait comme si Pierre s'était levé précipitamment, et sa veste d'hiver, ainsi que ses bottes, avaient disparu. Sur la table de chevet, une note griffonnée rapidement disait simplement « Parti peindre le lever du soleil. P. » Mais le soleil s'était levé il y a plus de 6 heures. Où était-il? Le docteur Rousseau fronça les sourcils avec inquiétude. Dans la montagne, un homme seul peut se perdre facilement, surtout avec toute cette neige fraîche. Monsieur Beaumont devint pâle comme la neige dehors. Il faut organiser une recherche immédiatement. Les Leclerc, alertés par l'agitation, proposèrent d'aider. Mademoiselle Noire sortit enfin de sa chambre, son chagrin pour son manuscrit momentanément oublié face à cette nouvelle crise. Même Madame Beaumont émergea de sa cuisine, essuyant ses mains sur son tablier avec des gestes nerveux. Le groupe se divisa rapidement. Monsieur Beaumont et le docteur Rousseau partiraient vers le nord, où se trouvaient les meilleurs points de vue pour peindre. Les Leclerc chercheraient près du village. Monsieur Leclerc connaissait la région, ayant visité plusieurs fois dans sa jeunesse. Miss Marple, malgré ses protestations qu'elle était trop âgée pour de telles expéditions, insista pour accompagner Mademoiselle Noire vers l'est, le long du sentier qui menait à la vieille chapelle abandonnée. Un artiste cherche la beauté, expliqua-t-elle, et j'ai vu de ma fenêtre que cette chapelle est particulièrement pittoresque au lever du soleil. Ils s'équipèrent chaudement et partirent dans leurs directions respectives, chacun promettant de revenir dans 2 heures maximum. La neige était épaisse mais compacte, ce qui rendait la marche difficile, mais pas impossible. Miss Marple s'appuyait sur son parapluie comme une canne, avançant avec une détermination qui surprit Mademoiselle Noire. Le paysage était d'une beauté saisissante. Les sapins ployaient sous leurs manteaux blancs. Le ciel était d'un bleu éclatant, et le silence était si profond qu'on entendait le moindre craquement de branches. Après 20 minutes de marche, elles aperçurent la chapelle, une petite structure en pierre, à moitié enfouie dans la neige, abandonnée depuis des décennies. Et là, près du mur sud, elles virent quelque chose qui les fit accélérer le pas. Pierre Moreau était assis contre le mur de la chapelle, immobile, sa veste couverte de neige, son chevalet renversé à côté de lui. « Mon Dieu !» s'écria Mademoiselle Noire en se précipitant vers lui. Miss Marple la suivit aussi vite qu'elle le pouvait, son cœur battant fort dans sa poitrine. Mais quand elles arrivèrent près du jeune homme, elles virent avec soulagement que ses yeux étaient ouverts, bien qu'il ait l'air confus et désorienté. « Monsieur Moreau !» appela Miss Marple. « Êtes-vous blessé ?» Il cligna des yeux lentement, comme s'il se réveillait d'un rêve profond. « Je ne sais pas », murmura-t-il d'une voix faible. « Ma tête, quelque chose m'a frappé. » Effectivement, quand Miss Marple examina doucement sa tête, elle trouva une bosse considérable à l'arrière de son crâne. Ce n'était pas une simple chute accidentelle. Quelqu'un l'avait assommé délibérément. Mademoiselle Noire courut chercher de l'aide, pendant que Miss Marple restait avec Pierre, le couvrant de son propre châle, et lui parlant doucement pour le garder conscient. Quand les autres arrivèrent, alertés par les cris de Mademoiselle Noire, le docteur Rousseau examina immédiatement Pierre. « Il a une commotion cérébrale », diagnostiqua-t-il, « mais il va s'en remettre. Il a eu de la chance que vous l'ayez trouvé rapidement. » Ils le transportèrent délicatement jusqu'à l'hôtel, l'installèrent dans son lit, et le docteur resta à son chevet. Peu à peu, Pierre récupéra ses esprits et put raconter ce qui s'était passé. Il était effectivement sorti avant l'aube pour peindre le lever du soleil. Il avait choisi la chapelle comme sujet, pensant que la lumière du matin sur les vieilles pierres serait magnifique.
Il avait commencé à installer son matériel quand il avait entendu un bruit derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, quelque chose l'avait frappé. Et puis plus rien, jusqu'à ce qu'il se réveille avec Miss Marple et Mademoiselle Noire, penchées sur lui. « Vous n'avez rien vu ? » ?»« Aucun détail, » demanda Miss Marple, gentiment. Pierre secoua la tête, puis grimaça de douleur à cause du mouvement. « Non, rien, c'était trop rapide. » Miss Marple retourna à la chapelle, avec M. Beaumont, pendant que Pierre se reposait. Elle voulait examiner les lieux plus attentivement. La neige autour de la chapelle racontait une histoire fascinante, pour qui savait la lire. Il y avait les traces de Pierre, arrivant du sentier principal, mais il y avait aussi d'autres traces, venant d'une direction différente, à travers les arbres, des traces d'adultes, plus larges et plus profondes que celles de Pierre. Ces traces s'approchaient de l'endroit où Pierre avait été trouvé, puis repartaient dans la même direction. L'agresseur était venu spécifiquement pour attaquer Pierre, puis était reparti rapidement. Mais pourquoi? Miss Marple regarda autour d'elle, cherchant ce que Pierre aurait pu voir ou découvrir qui justifierait une telle violence. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui brillait légèrement dans la neige, près du mur de la chapelle. Elle se pencha avec difficulté et ramassa l'objet. C'était un médaillon en argent, ancien et terni par le temps, avec des initiales gravées. « E.R. E.R. » murmura Miss Marple. « Édouard Renard. » Le propriétaire de l'hôtel, qui observait par-dessus son épaule, devint blanc comme un linge. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Miss Marple le regarda attentivement. « Ici, dans la neige. Monsieur Beaumont, il est temps que vous me disiez la vérité. Vous connaissez cette affaire Renard, n'est-ce pas? Vous en faites partie d'une manière ou d'une autre. » Monsieur Beaumont sembla vieillir de 10 ans en un instant. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer qu'ils étaient morts seuls, puis soupira profondément. « Oui, » admit-il finalement, « je le connaissais. Édouard Renard était mon oncle. » Miss Marple hocha la tête. Elle avait soupçonné quelque chose du genre. « Continuez, » l'encouragea-t-elle doucement. Monsieur Beaumont s'assit sur une pierre près de la chapelle, soudainement épuisé. « Mon oncle Édouard était un homme bon, » commença-t-il, les yeux fixés sur le médaillon dans la main de Miss Marple. « Du moins, c'est ce que je croyais quand j'étais enfant. Il était généreux, aimait rire, aidait les gens du village. Puis tout s'est effondré. On l'a accusé d'avoir détourné des fonds de la coopérative du village, d'avoir falsifié des documents, d'avoir ruiné des familles entières. Il a toujours juré qu'il était innocent, qu'il avait été piégé, mais personne ne l'a cru. Il est parti en disgrâce, et toute notre famille a porté cette honte. C'est pour ça que j'ai changé de nom quand j'ai ouvert cet hôtel. Beaumont n'est pas mon vrai nom. Je voulais recommencer, loin de cette histoire. » Il leva les yeux vers Miss Marple. « Mais le passé ne vous laisse jamais vraiment tranquille, n'est-ce pas? Quand Mademoiselle Noire est arrivée et a dit qu'elle écrivait sur cette affaire, j'ai paniqué. Je ne voulais pas que tout soit remué à nouveau. Mais je jure que je n'ai pas pris son manuscrit, et je n'ai certainement pas attaqué Pierre. » Miss Marple étudia son visage avec attention. L'homme semblait sincère dans son désespoir, mais elle avait appris à ne jamais se fier uniquement aux apparences. « Votre oncle, » demanda-t-elle, « a-t-il jamais dit qu'il l'aurait piégé? Avait-il des soupçons ?» Monsieur Beaumont réfléchit. Il parlait d'un document, une lettre importante qui avait disparu. Cette lettre aurait prouvé son innocence, disait-il, aurait montré qui était vraiment derrière tout ça. Mais elle n'a jamais été retrouvée. Il pensait que quelqu'un de proche l'avait trahi, quelqu'un en qui il avait confiance. Mais il n'a jamais voulu dire de non, même à la fin. Miss Marple rangea soigneusement le médaillon dans sa poche. « Ce médaillon, dit-elle, était-ce à votre oncle? » « Oui, » confirma Monsieur Beaumont. « Il le portait toujours. C'était un cadeau de sa femme, ma tante. Comment est-il arrivé ici ?» Miss Marple regarda la chapelle abandonnée, ses murs anciens, qui avaient été témoins de tant d'histoires. C'est exactement ce que nous devons découvrir. De retour à l'hôtel, Miss Marple réunit tous les pensionnaires dans le salon. Pierre était maintenant assez bien pour descendre.
bien qu'il ait encore un bandage autour de la tête. Elle se tenait devant la cheminée, son tricot posé sur ses genoux, et les regarda tous attentivement. « Mes amis, » commença-t-elle de sa voix douce mais ferme, « nous avons maintenant 2 incidents, un manuscrit volé et une agression. Ces 2 événements sont connectés, j'en suis certaine. Ils sont tous 2 liés à une vieille histoire, l'affaire Renard, qui s'est produite dans ce village il y a 30 ans. Quelqu'un parmi nous, ou dans ce village, a un intérêt à ce que cette histoire reste enterrée. » Elle marqua une pause, laissant ces mots faire effet. Le manuscrit de Mademoiselle Noire révélait des vérités que quelqu'un ne veut pas voir publiées. Pierre a été attaqué près de la vieille chapelle. Peut-être a-t-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Ou peut-être l'agresseur pensait-il qu'il avait vu quelque chose. Les visages autour d'elle montraient diverses expressions. Peur, curiosité, inquiétude, et peut-être, chez quelqu'un, de la culpabilité. Cette nuit-là, Miss Marple ne pouvait pas dormir. Elle restait assise dans le fauteuil, près de sa fenêtre, regardant la lune pleine, illuminer le paysage enneigé d'une lumière argentée qui transformait tout en un tableau fantomatique. Quelque chose la troublait, un détail qu'elle ne parvenait pas à identifier, comme un mot sur le bout de la langue. Elle repassa mentalement tous les événements depuis son arrivée, les personnalités des différents pensionnaires, leurs réactions aux incidents, leurs histoires personnelles, le professeur Dumas, avec ses longues absences dans la montagne, Mademoiselle Noire et son manuscrit disparu, qui contenait des secrets, Pierre et son agression mystérieuse, les Leclerc, qui semblaient des retraités ordinaires, mais qui observaient tout avec une attention particulière, le docteur Rousseau qui était toujours là, silencieux, mais attentif, et bien sûr, les Beaumont, avec leurs liens secrets, avec la famille Renard. Tous avaient leurs secrets, mais lequel cachait la clé du mystère. Un léger coup à sa porte la fit sursauter. Elle se leva, enfila sa robe de chambre et ouvrit prudemment. C'était Madame Beaumont, pâle et tremblante dans sa chemise de nuit, une bougie à la main. « Madame Marple, » chuchota-t-elle, « je dois vous parler. Puis-je entrer ?» Miss Marple acquiesça et la fit entrer, fermant la porte derrière elle. Madame Beaumont s'assit au bord du lit, la bougie tremblant dans sa main. « Je n'ai plus dormi depuis des jours, » avoua-t-elle. « Le poids du secret est trop lourd. » Miss Marple s'assit dans son fauteuil et attendit patiemment. Elle savait que presser les gens les faisait souvent se refermer. Il fallait laisser les confidences venir naturellement, comme l'eau qui trouve son chemin. Madame Beaumont prit une profonde respiration et commença son histoire. « Je ne suis pas seulement l'épouse de Monsieur Beaumont, » dit-elle. « Je suis aussi la fille d'Édouard Renard. Mon mari ne voulait pas que je le dise, par peur que les gens me jugent pour les crimes supposés de mon père. » Miss Marple hocha la tête avec compréhension. « Votre père était innocent, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Madame Beaumont se remplirent de larmes. « Oui, il était innocent, mais personne ne l'a cru. Il a été détruit par quelqu'un qu'il considérait comme un ami, quelqu'un qui a volé et falsifié des documents pour le faire accuser. Mon père est mort, en sachant que son nom resterait sali pour toujours. Ma mère est morte de chagrin peu après. J'étais jeune, j'ai dû recommencer ma vie ailleurs, cacher mon identité. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Quand j'ai rencontré mon mari et appris qu'il était le neveu de mon père, j'ai su que c'était le destin. Nous nous sommes mariés et avons ouvert cet hôtel ensemble, espérant enfin trouver la paix. Mais la paix est impossible tant que la vérité n'est pas révélée, » dit Miss Marple avec sagesse. « Dites-moi, quand Mademoiselle Noire est arrivée avec son projet d'écrire sur cette affaire, qu'avez-vous ressenti ?» Madame Beaumont ferma les yeux. « Au début, de la terreur. J'avais peur qu'elle ne fasse que répéter les mensonges, que le scandale nous détruise à nouveau. Mais ensuite, quand j'ai parlé avec elle en privé, j'ai compris qu'elle cherchait vraiment la vérité. Elle avait trouvé des preuves que mon père avait été piégé, des témoignages, des incohérences dans les documents officiels, des choses que personne n'avait remarquées à l'époque. Pour la première fois, en 30 ans, j'ai eu de l'espoir. » Elle regarda Miss Marple avec intensité. « Vous comprenez maintenant pourquoi le vol de ce manuscrit est si terrible.
Ce n'est pas seulement le travail de Mademoiselle Noire qui a disparu, c'est la seule chance de réhabiliter le nom de mon père. Miss Marple réfléchit à ces révélations. « Qui d'autre connaît votre véritable identité ?» demanda-t-elle. Madame Beaumont hésita. « Mon mari, bien sûr. » Et elle s'arrêta, semblant débattre avec elle-même, si elle devait continuer. Et le docteur Rousseau. Il était le médecin de mon père, il y a longtemps. Il m'a reconnu dès son arrivée à l'hôtel, il y a 3 semaines. Il a promis de garder mon secret, mais depuis que le manuscrit a disparu, il me regarde étrangement. Cela expliquait l'attitude du docteur, pensa Miss Marple. Parlez-moi de l'homme qui a trahi votre père. Savez-vous qui c'était? Madame Beaumont secoua la tête avec frustration. Mon père n'a jamais voulu me le dire. Il disait que c'était trop dangereux, que cet homme était puissant et sans scrupules. Tout ce que je sais, c'est qu'il était très proche de nous, presque comme un membre de la famille. Mon père lui faisait entièrement confiance, ce qui a rendu la trahison encore plus douloureuse. Après le départ de Madame Beaumont, Miss Marple resta éveillée longtemps, réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais il manquait encore des éléments cruciaux. Elle repensa au médaillon trouvé près de la chapelle. Comment était-il arrivé là? Édouard Renard était mort il y a des années. Le médaillon aurait dû être enterré avec lui, ou conservé par sa famille, à moins que quelqu'un d'autre l'ait eu en sa possession toutes ces années. Peut-être l'homme qui avait trahi Renard. Peut-être que ce médaillon était un trophée, ou une preuve, gardée au cas où. Miss Marple se leva et alla à son armoire. Elle en sortit le médaillon qu'elle avait soigneusement enveloppé dans un mouchoir. Elle l'examina de nouveau à la lumière de la lune, le tournant dans ses mains. Le médaillon s'ouvrait. C'était un pendentif à portrait. À l'intérieur, il y avait 2 petites photographies jaunies, une d'une femme belle et souriante, et une d'un homme au visage sérieux, mais bienveillant. Édouard Renard et sa femme, certainement. Mais il y avait autre chose dans le médaillon, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. En regardant plus attentivement, elle vit qu'il y avait un petit morceau de papier plié, coincé derrière la photo de Madame Renard. Avec des doigts tremblants d'excitation, Miss Marple utilisa une épingle à cheveux pour extraire délicatement le papier. C'était vieux, jauni, fragile, mais l'encre était encore lisible. C'était une note courte, écrite d'une main précipitée. « Si quelque chose m'arrive, cherchez dans la chapelle. La vérité est son cachet, où nous avions l'habitude de prier. J'ai tout documenté. U.R. » Miss Marple sentit son cœur battre plus vite. Édouard Renard avait caché des preuves de son innocence, quelque part dans ou près de la vieille chapelle. C'était pour ça que Pierre avait été attaqué. Pas parce qu'il avait vu quelque chose, mais parce que quelqu'un cherchait ses preuves à la chapelle et ne voulait pas de témoins. Le manuscrit volé devait contenir des indices sur l'emplacement de ces preuves, et maintenant quelqu'un les cherchait activement. Miss Marple regarda l'horloge sur sa table de chevet. Il était 3 heures du matin. Elle devait aller à la chapelle immédiatement, avant que l'agresseur ne trouve ce qu'il cherchait. Mais elle ne pouvait pas y aller seule. C'était trop dangereux. Et le terrain était difficile. Elle avait besoin d'aide. Mais de qui pouvait-elle se fier? Le docteur Rousseau connaissait Madame Beaumont, mais était-il digne de confiance? Le professeur Dumas était fort et connaissait bien la montagne, mais elle ne savait presque rien de lui. Pierre était blessé et ne pouvait pas l'accompagner. Les Leclerc étaient âgés, comme elle. Finalement, elle décida de réveiller Mademoiselle Noire. La romancière avait autant, sinon plus, investi dans cette affaire. Ensemble, elles iraient à la chapelle, dès l'aube. En attendant, Miss Marple s'habilla chaudement et prépara son sac. Elle glissa le médaillon dans sa poche, prit sa lampe de poche et s'assit pour attendre les premières lueurs du jour. Son esprit, travaillant sans cesse, anticipant ce qu'elles allaient tout trouver et comment se protéger du danger qui les guettait, certainement. À l'aube, Miss Marple frappa doucement à la porte de Mademoiselle Noire. La romancière ouvrit rapidement, déjà habillée, comme si elle aussi n'avait pas dormi de la nuit. Quand Miss Marple lui expliqua sa découverte et son plan, les yeux de Mademoiselle Noire s'illuminèrent d'excitation, mêlée d'appréhension. « Vous pensez vraiment
Que les preuves sont encore là, après tant d'années, demanda-t-elle, en enfilant ses bottes. Miss Marple hocha la tête. Édouard Renard était un homme intelligent. S'il dit qu'il a tout documenté et caché, je le crois. La question est, où exactement dans cette chapelle, et arriverons-nous avant celui qui a volé votre manuscrit et attaqué Pierre? Elles descendirent silencieusement l'escalier, évitant les marches qui craquaient, et sortirent dans l'air glacial du petit matin. Le ciel commençait à peine à pâlir à l'est, teintant la neige de nuances roses et violettes. Leur souffle formait de petits nuages blancs devant elles. Le chemin jusqu'à la chapelle leur parut plus long que la veille, peut-être à cause de l'anticipation, ou peut-être parce qu'elles marchaient plus prudemment, guettant tout mouvement suspect. La neige craquait sous leurs pas, dans le silence presque surnaturel de la montagne endormie. Quand elles arrivèrent enfin à la chapelle, tout semblait paisible. Les traces de la veille avaient été partiellement recouvertes par de nouvelles chutes de neige pendant la nuit, mais on pouvait encore les distinguer. Miss Marple examina la porte de la chapelle. Elle était ancienne, en bois pourri, et ne fermait plus vraiment. Elle la poussa doucement, et elle s'ouvrit dans un grincement qui résonna dans le silence, comme un cri. À l'intérieur, l'air était glacial et sentait l'humidité et le temps qui passe. Des bancs brisés gisaient renversés, des débris jonchaient le sol, et des toiles d'araignée pendaient des poutres du plafond. Mais au fond, l'autel de pierre restait debout, témoin silencieux de tant de prières au fil des siècles. Où nous avions l'habitude de prier, murmura Miss Marple, répétant les mots de la note. Édouard Renard et sa famille devaient avoir un endroit spécial ici. Mademoiselle Noire alluma sa lampe torche et balaya la chapelle avec le faisceau lumineux. « Regardez, dit-elle en pointant vers le mur latéral. Il y a des plaques commémoratives ici, des noms de famille du village. » Elles s'approchèrent et examinèrent les plaques. Il y en avait une douzaine, certaines si vieilles que les inscriptions étaient à peine lisibles. Et là, sur la troisième à partir du bas, elles trouvèrent ce qu'elles cherchaient. Famille Renard, que Dieu nous garde dans sa lumière. Miss Marple passa ses doigts gantés sur la plaque. Elle semblait être fixée au mur différemment des autres, comme si elle avait été retirée et replacée à un moment donné. « Aidez-moi » dit-elle à Mademoiselle Noire. Ensemble, elles essayèrent de la bouger, poussant et tirant doucement. Soudainement, la plaque pivota vers l'extérieur comme une porte miniature, révélant une petite cache dans le mur. À l'intérieur, protégée par un sac en toile ciré, se trouvait une boîte en métal. Les mains de Miss Marple tremblaient légèrement d'excitation quand elle sortit la boîte. Elle était lourde et fermée par un simple loquet. Quand elle l'ouvrit, elles découvrirent un trésor d'informations, des lettres, des documents officiels, des registres comptables et un journal intime. « C'est ça », murmura Mademoiselle Noire avec émerveillement. « C'est exactement ce que je cherchais pour mon livre. Ce sont les preuves. » Miss Marple commença à feuilleter rapidement les documents à la lumière de la lampe. Les lettres étaient en échange entre Édouard Renard et un associé, quelqu'un en qui il avait confiance pour gérer ses affaires. Les registres comptables montraient des discordances, mais aussi des notes manuscrites de Renard, expliquant chaque transaction douteuse et nommant celui qui les avait vraiment effectuées. Le journal racontait l'histoire complète de la trahison, avec des dates, des lieux, des témoins. « Mon Dieu !» dit Miss Marple en lisant une page particulière du journal. « Il nomme son traître ici. » C'était, mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte de la chapelle s'ouvrit brusquement, avec un bang qui les fit sursauter violemment. Une silhouette se tenait dans l'encadrement, sombre, contre la lumière croissante du matin. « Je savais que quelqu'un viendrait, finalement, » dit une voix familière. « J'ai attendu 30 ans que ces documents refassent surface. » C'était le docteur Rousseau, mais son visage habituellement calme était maintenant durci par quelque chose de froid et de déterminé. Il s'avança dans la chapelle, fermant la porte derrière lui. « Je ne peux pas vous laisser partir avec ces papiers, » dit-il tranquillement. « Ils détruiraient tout ce que j'ai construit. » Miss Marple se plaça instinctivement devant Mademoiselle Noire.
protégeant la boîte contre sa poitrine. « Docteur Rousseau, dit-elle avec sa voix la plus ferme, c'est vous qui avez trahi Édouard Renard. » Le docteur eut un sourire amer. « Trahi est un mot bien fort. Je dirais plutôt que j'ai fait ce qui était nécessaire pour survivre. Édouard était mon ami, oui, mais il était aussi naïf, trop généreux, trop confiant. Je gérais ses comptes, je voyais les opportunités qu'il manquait. J'ai emprunté de l'argent, temporairement. C'était censé être temporaire, mais les choses ont mal tourné. J'ai eu besoin de plus, et bientôt il n'y avait plus de retour possible. Il s'approcha lentement, les obligeant à reculer vers le mur. Quand Édouard a commencé à poser des questions, j'ai dû agir vite. J'ai falsifié des documents, créé de fausses pistes, fait en sorte que tout le blâme retombe sur lui. C'était lui, ou moi. Sa voix devint presque suppliante. Vous devez comprendre, j'avais une famille à nourrir, des dettes, des obligations. Édouard était déjà ruiné de toute façon. Au moins, j'ai pu continuer, reconstruire, devenir respecté. Respecté, répéta Mademoiselle Noire avec indignation. Vous avez détruit un homme innocent, ruiné sa famille, et vous parlez de respect? Le docteur ignora sa remarque. Quand j'ai entendu qu'une romancière fouillait dans cette vieille affaire, j'ai su qu'il fallait que j'agisse. Je suis venu à cet hôtel spécifiquement pour surveiller la situation. J'ai pris votre manuscrit, mademoiselle, admit-il sans remords, espérant que vous abandonneriez. Mais vous êtes têtue. Il regarda Miss Marple. Et vous êtes trop intelligente pour votre propre bien. J'ai vu que vous posiez des questions, que vous compreniez. Quand ce jeune peintre est arrivé à la chapelle, l'autre matin, pendant que je cherchais la cache, je n'ai eu d'autre choix que de l'assommer. Miss Marple sentit une colère froide monter en elle. Cet homme, ce soi-disant docteur qui avait juré de protéger la vie, avait causé tant de souffrances par cupidité et lâcheté. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Miss Marple calmement, bien qu'elle connût la réponse. « Nous attaquer aussi? Deux vieilles femmes dans une chapelle isolée ?» Le docteur Rousseau sembla réellement troublé par cette perspective. « Je ne veux pas vous faire de mal, » dit-il sincèrement, « mais je ne peux pas vous laisser révéler la vérité. Donnez-moi la boîte, je la détruirai, et nous pourrons tous rentrer à l'hôtel. Vous direz que vous n'avez rien trouvé. » Miss Marple serra la boîte plus fort. « Non, docteur, le temps des mensonges est terminé. » Mais avant que le docteur ne puisse répondre, la porte de la chapelle s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était le professeur Dumas qui entra, accompagné de M. Beaumont. Ils avaient dû entendre les voix et venir investiguer. La situation était devenue encore plus complexe et tendue. Le professeur Dumas regarda la scène avec confusion. Miss Marple et Mademoiselle Noire, acculées contre le mur, le docteur Rousseau, debout entre elles, et la porte, et l'atmosphère chargée de tension. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. M. Beaumont, lui, sembla comprendre immédiatement. Ses yeux se fixèrent sur le docteur Rousseau avec une reconnaissance soudaine et terrible. « Vous, murmura-t-il, je vous connais maintenant. Vous étiez le médecin de la famille, mais aussi, vous étiez l'associé de mon oncle, Antoine Rousseau. Mon oncle parlait de vous, de sa confiance en vous. C'est vous qui l'avez détruit. » Le visage du docteur se ferma complètement. Il ne nia pas. Le silence dans la chapelle était assourdissant, brisé seulement par le souffle rapide des personnes présentes. Le professeur Dumas regardait alternativement chacun, essayant de comprendre cette révélation dramatique. Miss Marple profita de la distraction pour faire un pas vers la porte, serrant toujours la boîte contre elle. « Professeur Dumas, » dit-elle rapidement, « cet homme est un criminel. Il a falsifié des documents il y a 30 ans, ruiné un innocent, et cette semaine, il a volé un manuscrit et attaqué Pierre Moreau. Ces documents le prouvent. » Elle leva la boîte. Le professeur, un homme de science habitué aux preuves et à la logique, hocha la tête avec sérieux. « Je vois, » dit-il simplement. Puis il se plaça entre le docteur Rousseau et les femmes, utilisant sa stature imposante comme barrière. Le docteur comprit qu'il était maintenant en infériorité numérique. Son visage montra de la défaite, puis de la résignation. « Vous ne comprenez pas, » dit-il d'une voix fatiguée.
J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 30 ans, chaque jour, chaque nuit. Vous pensez que c'était facile, que je n'ai pas souffert? Monsieur Beaumont s'avança, tremblant de colère contenue. Vous avez souffert? Mon oncle est mort dans la honte. Ma tante s'est laissée mourir de chagrin. Leur fille a dû fuir et vivre cachée toute sa vie. Et vous parlez de votre souffrance? Mademoiselle Noire intervint, sa voix de romancière, habituée à raconter des histoires humaines. Docteur Rousseau, si vous aviez vraiment du remords, vous auriez avoué, vous auriez réhabilité le nom d'Édouard Renard. Au lieu de cela, vous avez continué à vivre votre mensonge, construisant votre réputation sur les ruines de cet homme. Quand j'ai commencé mes recherches, au lieu de m'aider à révéler la vérité, vous avez essayé de me faire taire. Le docteur baissa les yeux, incapable de soutenir leurs regards accusateurs. Au début, je pensais pouvoir rembourser l'argent, dit-il doucement, réparer ce que j'avais fait. Mais ensuite, les années ont passé, et il était trop tard. Quand Édouard est mort, je me suis dit que confesser ne servirait à rien, que cela ne ferait que créer plus de douleur. J'ai rationalisé, justifié, comme nous le faisons tous avec nos erreurs. Miss Marple le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Elle avait vu tant de criminels dans sa vie, et elle savait que la plupart n'étaient pas des monstres, mais des personnes faibles qui avaient pris de mauvaises décisions. La question maintenant, dit le professeur Dumas pragmatiquement, est que faisons-nous? Nous devons contacter la police, évidemment. Le docteur Rousseau releva brusquement la tête. La police, après 30 ans, qu'est-ce que cela changera? Édouard est mort, sa femme est morte. La justice est-elle vraiment servie par ma punition à ce stade? Monsieur Beaumont répondit avec fermeté. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de vérité. Ma tante a droit à ce que le nom de son mari soit blanchi. Ses descendants ont droit de savoir qu'il était innocent. Et vous devez répondre de vos actes. Miss Marple approuva. De plus, docteur, vous avez commis de nouveaux crimes cette semaine. Le vol du manuscrit, l'agression de Pierre. Ces crimes sont récents et doivent être jugés. Le docteur sembla soudainement vieillir de 10 ans, ses épaules s'affaissant sous le poids de la défaite et de la culpabilité accumulée. Il hocha lentement la tête, acceptant finalement son destin. Ils retournèrent tous ensemble à l'hôtel, le professeur Dumas marchant près du docteur Rousseau pour s'assurer qu'il ne tente pas de s'enfuir, bien que le vieil homme semblait n'avoir plus aucune volonté de résister. À leur arrivée, les autres pensionnaires étaient réunis dans le hall, inquiets de leurs absences. Pierre, encore pâle, mais debout, fut soulagé d'apprendre que son agresseur avait été identifié. Les Leclerc écoutèrent l'histoire avec fascination, comme s'ils assistaient à la conclusion d'un roman policier. Madame Beaumont pleura quand elle comprit que son père serait enfin innocenté, que sa mémoire serait restaurée. Elle serra la boîte de documents contre son cœur comme le trésor le plus précieux. Monsieur Beaumont téléphona à la gendarmerie du village voisin et 2 gendarmes arrivèrent 1 heure plus tard pour emmener le docteur Rousseau. Avant de partir, le docteur regarda Miss Marple et dit simplement « Vous êtes une femme remarquable, madame. Si vous étiez arrivée il y a 30 ans, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » Dans l'après-midi, Miss Marple s'assit avec Mademoiselle Noire pour examiner complètement les documents récupérés. Ils contenaient non seulement les preuves de l'innocence d'Édouard Renard, mais aussi une sorte de testament moral qu'il avait écrit, expliquant sa version des événements pour la postérité. « Mon livre sera encore meilleur maintenant, » dit Mademoiselle Noire avec émotion, parce qu'il racontera non seulement l'histoire d'une injustice, mais aussi celle de la rédemption et de la vérité qui finit toujours par émerger. Miss Marple sourit. « Et mon manuscrit volé ?» demanda la romancière. Miss Marple réfléchit. Le docteur Rousseau a admis l'avoir pris. Il l'a probablement encore dans sa chambre, ou l'a caché quelque part à l'hôtel. Avec sa permission ou un mandat de perquisition, nous le retrouverons. Effectivement, le lendemain, le manuscrit fut découvert dans la chambre du docteur, caché sous son matelas, intact. Mademoiselle Noire pleura de joie en retrouvant son travail de 3 ans et promit de dédier son livre à la mémoire d'Édouard Renard et à Miss Marple pour avoir résolu le mystère. Les jours suivants furent plus paisibles. Le scandale attira l'attention des médias régionaux
et l'histoire de l'innocence tardive d'Édouard Renard fut racontée dans les journaux. Des villageois qui avaient connu la famille vinrent présenter leurs excuses à Madame Beaumont, certains avec des larmes de remords. La vieille maison Renard sur la colline, abandonnée depuis des décennies, fut visitée à nouveau, et on parla de la restaurer comme monument historique. Le professeur Dumas, fasciné par toute l'affaire, décida d'écrire un article académique sur la façon dont les petites communautés géraient la justice et l'injustice. Pierre peignit un portrait de la vieille chapelle comme symbole de secrets révélés et de vérités cachées. Les Leclerc, ayant vécu l'aventure qu'ils n'avaient jamais imaginée, décidèrent de prolonger leur séjour pour profiter du village maintenant que le mystère était résolu. Et Miss Marple, assise dans son fauteuil préféré, près de la cheminée, avec son tricot, observait tout cela avec satisfaction, sachant qu'une fois de plus, la justice avait triomphé, même si elle avait pris 30 ans pour y arriver. Une semaine après l'arrestation du docteur Rousseau, alors que la vie au chalet des Brumes retrouvait lentement sa routine normale, Miss Marple fit une découverte surprenante. Elle examinait à nouveau les documents de la boîte, les cataloguant soigneusement pour les autorités, quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Au fond de la boîte, collé contre le métal par l'humidité et le temps, il y avait un morceau de papier qu'elle avait manqué lors de sa première inspection. Avec précaution, elle le décolla et le déplia délicatement. C'était une lettre, écrite de la main d'Édouard Renard, mais non datée et jamais envoyée. L'adresse du destinataire était simplement « À celui qui trouvera ceci ». Miss Marple ajusta ses lunettes et commença à lire, et ce qu'elle découvrit la laissa perplexe et troublée. La lettre révélait un aspect de l'histoire que personne n'avait envisagé. Édouard Renard écrivait qu'il avait découvert la trahison de Rousseau, mais qu'il avait aussi découvert quelque chose d'autre. Rousseau n'avait pas agi seul. Il y avait un complice, lisait Miss Marple à voix haute dans sa chambre, quelqu'un qui l'a aidé à falsifier les documents, qui a fourni les informations nécessaires, qui a témoigné contre moi quand il le fallait. Cette personne était proche de moi, plus proche même que Rousseau. Je n'ai jamais voulu croire que cette personne puisse me trahir, et c'est pour cette raison que je n'ai jamais révélé son identité. Mais maintenant que je sais que je n'ai plus longtemps à vivre, je dois écrire la vérité. Le complice de Rousseau était... Mais là, l'encre était brouillée, comme si Édouard avait hésité, pleuré peut-être, rendant le nom illisible. Miss Marple tint la lettre à la lumière, essayant de distinguer les lettres effacées, mais c'était impossible. Seule la fin de la lettre était encore lisible. Je ne peux me résoudre à écrire ce nom, même maintenant. C'est une trahison que je dois emporter dans ma tombe. Que Dieu pardonne à cette personne, car je ne le peux pas. Miss Marple descendit immédiatement pour montrer la lettre à Madame Beaumont. La fille d'Édouard Renard lut le document avec des mains tremblantes, ses yeux s'élargissant de choc. « Un complice » murmura-t-elle. « Mais qui était assez proche de mon père pour le trahir ainsi ?» Miss Marple s'assit à côté d'elle, sur le sofa. « Réfléchissons ensemble, » dit-elle doucement. « Qui dans l'entourage de votre père avait accès à ces documents, à ses affaires intimes? Qui aurait pu aider Rousseau ?» Madame Beaumont ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs d'enfance. Il y avait sa secrétaire, Madame Dubois, mais elle est morte il y a 20 ans. Il y avait son avocat, Maître Fontaine, qui vit maintenant à Paris. Il y avait... Elle s'arrêta soudainement, son visage devenant pâle. « Non, » murmura-t-elle, « ce ne peut pas être. » Miss Marple la regarda attentivement. « Qui, ma chère ?» Madame Beaumont leva des yeux horrifiés vers elle. « Mon oncle, le frère de mon père, Thomas Renard. » L'histoire que Madame Beaumont raconta alors fut déchirante. Thomas Renard était le frère cadet d'Édouard, et il avait toujours vécu dans son ombre. Édouard était brillant, charismatique, prospère. Thomas était ordinaire, effacé, sans succès particulier. Il travaillait pour Édouard, gérant certains aspects de ses affaires, toujours le second, jamais le premier. « Mon père l'aimait profondément, » dit Madame Beaumont. « Il lui faisait entièrement confiance, peut-être plus qu'à quiconque. Quand le scandale a éclaté, Thomas est parti aussi,
disant qu'il ne pouvait pas rester dans un village qui avait condamné son frère. Nous avons pensé que c'était par loyauté, par solidarité familiale. Elle regarda Miss Marple avec des larmes dans les yeux. Mais si c'était lui le complice, alors il est parti par culpabilité, pas par loyauté. Il a laissé son frère porter tout le blâme, mourir dans le déshonneur, et n'a jamais dit la vérité. Miss Marple hocha gravement la tête. « Où est Thomas Renard, maintenant ?» demanda-t-elle. Madame Beaumont essuya ses larmes. « Je ne sais pas exactement. Après le scandale, il a disparu. J'ai entendu dire qu'il s'était installé quelque part, dans le sud de la France, qu'il avait changé de vie. Il ne m'a jamais contacté, jamais essayé de me voir. À l'époque, j'ai pensé que c'était parce que c'était trop douloureux, trop de souvenirs. Maintenant, je comprends différemment. » Miss Marple réfléchit intensément. « Cette révélation change tout, dit-elle. Le docteur Rousseau doit être interrogé à nouveau. Il doit confirmer l'identité du complice. Et si c'est effectivement Thomas Renard, la justice doit le trouver aussi. » Elles contactèrent immédiatement les gendarmes qui avaient arrêté Rousseau. Le docteur, déjà en détention, fut interrogé sur cette nouvelle information. Au début, il refusa de répondre, maintenant obstinément qu'il avait agi seul. Mais quand on lui montra la lettre d'Édouard, son visage changea. Il comprit qu'Édouard avait su, qu'il avait connu la double trahison, et quelque chose en lui se brisa. « Oui, » admit finalement Rousseau, « Thomas Renard était mon complice. C'est lui qui m'a suggéré le plan au départ. Il était jaloux de son frère, amer de vivre toujours dans son ombre. Il m'a fourni les informations dont j'avais besoin, a témoigné contre Édouard quand il le fallait, a même convaincu certains villageois que son frère était coupable. » Le docteur sembla porter un poids encore plus lourd sur ses épaules. « Je suis coupable de cupidité et de lâcheté, mais Thomas était coupable de quelque chose de pire, la trahison du sang. Un frère qui trahit son frère. Après la chute d'Édouard, Thomas a pris sa part de l'argent que j'avais détourné et est parti. Je ne l'ai jamais revu. » Cette confession fut enregistrée officiellement et une recherche nationale fut lancée pour trouver Thomas Renard. Les gendarmes expliquèrent que cela pourrait prendre du temps. 30 ans avaient passé. L'homme pouvait être n'importe où, pourrait même être mort. Mais il le chercherait, promit-il à Madame Beaumont. Miss Marple passa le reste de la journée à réconforter Madame Beaumont, qui était dévastée par cette révélation. Découvrir que son propre oncle, un homme qu'elle avait aimé enfant, avait été l'architecte de la chute de son père, était presque trop à supporter. Comment peut-on faire cela à son propre frère ? Demandait-elle encore et encore. Comment peut-on vivre avec cette culpabilité ? Miss Marple, qui avait vu les profondeurs de la nature humaine dans sa longue carrière de détective, répondait doucement. « La jalousie et le ressentiment sont des poisons puissants, ma chère. Ils peuvent transformer l'amour en haine, la loyauté en trahison. Votre oncle a probablement vécu un enfer personnel toutes ces années, même si c'était un enfer de sa propre création. » Mademoiselle Noire, qui écoutait, prenait des notes mentales. Son livre allait maintenant raconter une histoire encore plus complexe et tragique qu'elle ne l'avait imaginée. L'histoire d'une trahison double, par un ami et par un frère, et d'un homme innocent qui avait choisi le silence plutôt que d'exposer celui qu'il aimait. Le soir, tandis que la neige recommençait à tomber doucement dehors, Miss Marple s'assit seule dans sa chambre et contempla la lettre inachevée d'Édouard Renard. Cet homme avait su la vérité complète, mais avait choisi de ne pas la révéler, protégeant son frère, même dans la trahison. C'était à la fois noble et tragique, un sacrifice qui n'avait servi à rien finalement, puisque la vérité était maintenant révélée de toute façon. Mais peut-être, pensa Miss Marple, que c'était le genre de personne qu'était Édouard Renard, quelqu'un qui plaçait l'amour familial au-dessus de sa propre réputation, qui préférait mourir déshonoré plutôt que de détruire son frère. C'était le genre de bonté que le monde avait perdu, le genre d'intégrité qui devenait rare. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la rangea avec les autres documents. Elle serait versée au dossier, ajouterait une couche supplémentaire à cette histoire complexe de crimes, de trahison, mais aussi d'amour fraternel, mal placé. Et quelque part en France, si Thomas Renard était encore vivant, il apprendrait bientôt que ses secrets
n'étaient plus des secrets, et que la justice, même tardive, finirait par le trouver. 3 jours plus tard, un événement inattendu bouleversa à nouveau le chalet des Brumes. C'était en fin d'après-midi, l'heure où le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, peignant la neige de nuances orangées et roses. Miss Marple était dans le salon avec les autres pensionnaires, tous réunis autour de la cheminée pour le thé. L'atmosphère était devenue plus légère depuis la résolution du mystère, les conversations plus détendues, les sourires plus fréquents. Mademoiselle Noire lisait à haute voix un passage de son manuscrit retrouvé, demandant l'opinion du groupe sur son style. Pierre, presque complètement remis, croquait les visages autour de lui avec amusement. Les Leclerc discutaient de prolonger encore leur séjour. Le scandale résolu avait paradoxalement rendu leurs vacances plus mémorables. Monsieur et Madame Beaumont servaient le thé et les pâtisseries, leurs visages montrant un soulagement profond, maintenant que le nom Renard était en voie d'être réhabilité. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Un homme entra, secouant la neige de son manteau sombre. Il était âgé, peut-être 75 ans, voûté par les années, avec des cheveux blancs et un visage marqué par le temps, et quelque chose d'autre, du chagrin, peut-être, ou du remords. Il resta immobile dans l'entrée, regardant autour de lui avec des yeux qui semblaient reconnaître les lieux tout en les trouvant étranges. Monsieur Beaumont se leva pour l'accueillir, comme il le faisait avec tous les visiteurs, mais quand il vit le visage de l'homme, il se figea. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Madame Beaumont, qui servait le thé, laissa tomber la théière qu'elle tenait. Elle se brisa sur le sol dans un fracas de porcelaine, le liquide chaud se répandant sur le tapis, mais personne ne bougea pour nettoyer. Tous les yeux étaient fixés sur l'homme à la porte. « Oncle Thomas ?» dit Madame Beaumont d'une voix à peine audible. L'homme hocha lentement la tête. « Bonjour, Marguerite, » dit-il, utilisant le vrai prénom de Madame Beaumont que personne à l'hôtel ne connaissait. « Je suis venu. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Je suis venu me rendre. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Miss Marple, toujours observatrice, vit immédiatement que cet homme portait le poids de décennies de culpabilité. Ce n'était pas quelqu'un qui venait se défendre ou protester son innocence. C'était quelqu'un qui venait demander pardon, sachant qu'il ne le méritait probablement pas. Madame Beaumont s'avança lentement vers lui, son visage montrant un mélange complexe d'émotions, colère, douleur, incrédulité, et peut-être, au fond, un vestige de l'amour qu'elle avait eu pour cet oncle dans son enfance. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Après 30 ans, pourquoi venir maintenant ?» Thomas Renard regarda le sol comme s'il ne pouvait pas supporter de voir les yeux de sa nièce. « Parce que j'ai lu dans les journaux que la vérité avait été découverte, que Antoine Rousseau avait été arrêté, que les documents avaient été trouvés, et vous avez eu peur, » dit Mademoiselle Noire avec une dureté inhabituelle dans sa voix. « Peur d'être découvert à votre tour. » Thomas secoua la tête. « Non, » dit-il avec une fatigue profonde. « Je n'ai plus peur de rien maintenant. Je suis vieux, malade. Les médecins me donnent quelques mois, tout au plus. » Il leva enfin les yeux vers Madame Beaumont. « Je suis venu parce que je ne peux pas mourir avec ce poids sur ma conscience. Je dois avouer, faire face à ce que j'ai fait, même si c'est trop tard pour réparer quoi que ce soit. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai écrit tous les détails de ce que j'ai fait, comment j'ai aidé Antoine à trahir mon frère. C'est ma confession complète, signée et datée. Je la remettrai aux autorités. » Monsieur Beaumont, qui avait enfin retrouvé sa voix, s'approcha de Thomas avec colère. « Vous avez détruit ma famille. Mon oncle Édouard était un homme bon, et vous l'avez trahi par jalousie. » Thomas ne recula pas face à la colère. « Je sais, » dit-il simplement, « et je vivrai avec cette honte jusqu'à mon dernier souffle. » Miss Marple se leva et s'approcha doucement. « Monsieur Renard, » dit-elle, « pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Pourquoi avez-vous attendu que votre frère soit mort, que sa femme soit morte, que tant de dommages aient été faits? » Thomas la regarda avec des yeux remplis de larmes contenues. « Parce que je suis un lâche, madame. Quand tout s'est effondré, quand j'ai vu mon frère détruit par ce que j'avais aidé à faire, j'ai paniqué, j'ai pris l'argent et je suis parti.
Je me suis dit que confesser ne changerait rien, que le mal était fait. Il essuya ses yeux d'un geste las. Pendant des années, je me suis convaincu que j'avais fait le bon choix, que révéler mon rôle ne ferait que créer plus de souffrance. Mais la vérité, c'est que j'avais simplement trop peur de la prison, trop peur du jugement, trop peur de voir la déception dans les yeux de ceux qui m'aimaient encore. Il regarda Madame Beaumont. « Ta mère, ma belle-sœur, m'a écrit après la mort d'Édouard. Elle me demandait de venir, de l'aider à s'occuper de toi. Je n'ai jamais répondu. Je ne pouvais pas la regarder en face. » Madame Beaumont s'assit lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient au plus la porter. « Mon père savait, dit-elle. Nous avons trouvé une lettre où il disait qu'il savait que vous l'aviez trahi, mais il n'a jamais révélé votre nom. Même dans sa lettre, il ne pouvait pas écrire votre nom. » Thomas ferma les yeux, et maintenant les larmes coulaient librement sur ses joues ridées. Édouard était meilleur que moi dans tous les sens, même trahi, même détruit. Il essayait encore de me protéger. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé mourir dans la honte. Je suis le pire des lâches. Le professeur Dumas, qui avait écouté tout cela en silence, parla enfin. La lâcheté peut être surmontée, monsieur Renard. Vous êtes ici maintenant. C'est tard, terriblement tard, mais c'est mieux que jamais. Pierre, l'artiste sensible, ajouta. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Vous avez eu peur pendant 30 ans, mais maintenant, vous agissez. Cela compte pour quelque chose. Miss Marple observait Madame Beaumont attentivement. La femme regardait son oncle, cet homme qui avait contribué à détruire sa famille, cet homme qu'elle avait aimé dans son enfance, cet homme qui était maintenant un vieillard brisé, cherchant une rédemption impossible. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-elle faire? Madame Beaumont se leva lentement et s'approcha de Thomas. Pendant un long moment, elle le regarda simplement. Puis, à la surprise de tous, elle tendit la main et toucha doucement son bras. « Vous avez commis des crimes terribles, oncle Thomas, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Des crimes pour lesquels il n'y a peut-être pas de pardon, mais vous étiez le frère de mon père, et mon père vous aimait malgré tout. Il a gardé votre secret, même dans la mort. Je ne peux pas oublier ce que vous avez fait, mais... » Elle prit une profonde respiration. « Mais je ne peux pas non plus ignorer que vous êtes ici maintenant, cherchant à faire ce qui est juste, même si c'est trop tard. Mon père aurait voulu que je vous montre de la miséricorde, même si vous ne l'avez pas montré envers lui. » Thomas sanglota ouvertement maintenant, tombant presque à genoux. « Je ne mérite pas ta miséricorde, Marguerite. Je ne mérite rien. » Monsieur Beaumont contacta immédiatement la gendarmerie, et 2 officiers arrivèrent dans l'heure pour emmener Thomas Renard. Il ne résista pas, remettant volontairement sa confession écrite et répondant à toutes leurs questions. Avant de partir, il regarda une dernière fois autour du chalet, ce bâtiment qui se tenait sur les terres où son frère avait vécu, où leur famille avait prospéré avant qu'il ne la détruise. « Édouard, » murmura-t-il comme une prière, « si tu peux m'entendre d'où tu es, je suis désolé, je suis tellement désolé. » Puis il partit, avec les gendarmes, un vieil homme courbé par la culpabilité allant enfin affronter les conséquences de ses actions. Après son départ, le groupe resta silencieux longtemps, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Miss Marple dit doucement, « La justice n'est pas toujours simple ou satisfaisante. Parfois, elle vient trop tard pour réparer ce qui a été brisé, mais elle vient quand même, et cela doit compter pour quelque chose. » Mademoiselle Noire essuya ses propres larmes. « Mon livre, dit-elle, racontera cette histoire complète maintenant. La trahison, mais aussi le remords, la culpabilité, mais aussi la recherche de rédemption. C'est plus complexe que je ne l'avais imaginé, mais c'est aussi plus humain. » Cette nuit-là, tandis que la neige tombait encore une fois sur Saint-Cristal, recouvrant le village d'une nouvelle couche de blanc pur, Miss Marple réfléchit à tout ce qu'elle avait vu et appris dans cet endroit. Une semaine après le départ de Thomas Renard, l'hiver commençait lentement à relâcher son emprise sur Saint-Cristal. Le soleil brillait plus fort, la neige fondait par endroits, révélant les premiers signes de la terre en dessous.
C'était le moment pour Miss Marple de rentrer chez elle, à St. Mary Mead, bien que partie d'elle regrettait de quitter ce village, et ses habitants qui étaient devenus si chers à son cœur. Elle avait vécu tant de choses ici en seulement quelques semaines. Un mystère résolu, une injustice révélée, des secrets vieux de 30 ans, enfin exposés à la lumière. Ce matin, elle préparait sa valise avec soin, pliant ses vêtements et rangeant ses affaires de toilette, quand on frappa à sa porte. C'était Madame Beaumont, portant un paquet enveloppé de papier Kraft. « Madame Marple, dit-elle avec émotion, puis-je entrer un moment ?» Miss Marple sourit chaleureusement et lui fit signe d'entrer, l'invitant à s'asseoir dans le fauteuil, près de la fenêtre. « Je voulais vous remercier personnellement, » commença Madame Beaumont, « avant votre départ. Ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille, ne peut jamais être vraiment remercié avec des mots simples. » Elle tendit le paquet. « Ceci appartenait à mon père. Je voudrais que vous l'ayez. » Miss Marple ouvrit le paquet avec précaution et découvrit un livre ancien, relié en cuir, avec des pages jaunies par le temps. C'était un recueil de poèmes alpins, écrits en français, avec des illustrations délicates de montagnes et de fleurs sauvages. Sur la première page, une inscription à l'encre délavée disait « À Édouard, avec tout mon amour, Céleste. » C'était un cadeau de ma mère à mon père, expliqua Madame Beaumont, quand ils se sont mariés. Il aimait ce livre plus que tout. Je voudrais que vous l'ayez, en souvenir de cette affaire, et en remerciement pour avoir restauré l'honneur de mon père. Miss Marple sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis profondément touchée, » dit-elle sincèrement. « Je le chérirai toujours. » Les deux femmes s'embrassèrent, un moment de connexion profonde entre deux âmes qui avaient partagé une quête pour la vérité et la justice. Plus tard dans la matinée, tout le monde se rassembla dans le hall pour dire au revoir à Miss Marple. Le professeur Dumas lui serra la main avec respect. « Vous m'avez rappelé, dit-il, que la science n'est pas la seule forme de connaissance. L'observation humaine, l'intuition, la compréhension de la nature humaine, ce sont aussi des sciences, à leur manière. » Mademoiselle Noire lui remit une copie de son manuscrit. « Quand mon livre sera publié, dit-elle, vous serez mentionné dans les remerciements. Sans vous, cette histoire n'aurait jamais été complétée. » Pierre lui offrit un petit dessin qu'il avait fait d'elle, assise près de la cheminée, avec son tricot, capturant son essence avec quelques traits simples, mais expressifs. « Vous êtes une artiste, à votre manière, dit-il, peignant des portraits de la vérité. » Les Leclerc lui donnèrent une boîte de chocolat suisse et l'assurèrent qu'il raconterait cette aventure à tous leurs amis. « Qui aurait cru, rit Monsieur Leclerc, que nos vacances tranquilles deviendraient une affaire policière, mais nous ne les oublierons jamais. » Monsieur Beaumont insista pour conduire Miss Marple à la gare lui-même. Dans la voiture, tandis qu'il descendait là la route de montagne que Miss Marple avait montée il y a quelques semaines, ils parlèrent de l'avenir. « Avec la confession de mon oncle Thomas et du docteur Rousseau, dit Monsieur Beaumont, le nom de mon oncle Édouard sera officiellement réhabilité. Le maire du village a même parlé d'une cérémonie commémorative. » Miss Marple sourit. « C'est merveilleux. La vérité, même tardive, apporte toujours un certain réconfort. » Monsieur Beaumont hocha la tête. « Ma femme et moi avons décidé de reprendre notre vrai nom, Renard. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, et nous allons créer une fondation au nom d'Édouard Renard pour aider les victimes d'injustice. Peut-être que cela donnera un sens positif à toute cette tragédie. » Miss Marple posa sa main gantée sur le bras de l'homme. « Votre oncle aurait été fier de vous, dit-elle doucement. Vous avez transformé la douleur en quelque chose de beau et d'utile. » À la gare, tandis que Miss Marple attendait son train, elle réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle pensait au docteur Rousseau, maintenant en prison, faisant face à ses crimes, après des décennies de culpabilité cachée. Elle pensait à Thomas Renard, également en détention malgré sa santé fragile, cherchant une rédemption qu'il ne trouverait peut-être jamais complètement. Elle pensait à Madame Beaumont, libérée du poids du secret et du déshonneur, capable enfin de vivre ouvertement. Elle pensait à Mademoiselle Noire,
dont le livre raconterait maintenant une histoire plus riche et plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Et elle pensait à Édouard Renard, lui-même, un homme bon détruit par la trahison de ceux qu'il aimait le plus, mais dont la mémoire était maintenant restaurée. La justice, même imparfaite et tardive, avait finalement été servie. Le train arriva dans un sifflement de vapeur et un grincement de frein. Miss Marple monta à bord, trouvant un compartiment confortable près de la fenêtre. Alors que le train commençait à bouger, elle regarda une dernière fois les montagnes enneigées de Saint-Cristal, majestueuses et éternelles. Durant le voyage de retour, Miss Marple sortit son tricot et commença à travailler sur un nouveau projet, une écharpe en laine bleue pour sa nièce Diana. Ses aiguilles cliquetaient rythmiquement, tandis que le train traversait la campagne française, et son esprit vagabondait sur les leçons de cette affaire. Elle avait vu, une fois de plus, comment la cupidité et la jalousie pouvaient détruire des vies, comment les secrets pouvaient empoisonner des familles pendant des générations, mais aussi comment la vérité, peu importe combien de temps elle était cachée, finissait toujours par émerger. Elle avait vu la pire de la nature humaine, la trahison, la lâcheté, la cupidité, mais aussi le meilleur, le courage de Mademoiselle Noire, qui avait persisté dans sa recherche de vérité, la miséricorde de Madame Beaumont, qui avait pardonné l'impardonnable, l'amour d'Édouard Renard, qui avait protégé son frère traître jusqu'à la fin. C'étaient ces contrastes, pensait Miss Marple, qui rendaient l'humanité si fascinante et si digne d'être comprise. Quand le train s'arrêta finalement à la gare de St. Mary Mead, Miss Marple descendit avec son sac et sa valise, respirant l'air familier de chez elle. Son jardinier, vieux Ramsay, l'attendait avec sa voiture pour la ramener à sa petite maison confortable. « Alors, Miss Marple, dit-il joyeusement, vous avez eu de bonnes vacances dans les montagnes ?» Miss Marple sourit avec une touche d'ironie. « Très instructive, Ramsay. Très instructive, en effet. » De retour dans son salon, entourée de ses meubles familiers et de ses souvenirs, Miss Marple déballa sa valise. Elle plaça le livre d'Édouard Renard sur son étagère la plus précieuse, à côté de sa Bible et de quelques autres trésors. Chaque fois qu'elle le verrait, elle se souviendrait de cette affaire, de ce village dans la neige, et de la façon dont la justice, même retardée, pouvait finalement triompher. Elle s'installa dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, reprit son tricot et regarda son jardin familier avec satisfaction. Les aventures étaient belles, les mystères étaient excitants, mais il y avait aussi quelque chose de merveilleux dans le simple fait d'être chez soi. Les semaines suivantes apportèrent des nouvelles de Saint-Cristal. Mademoiselle Noire lui écrivit pour dire que son livre, maintenant intitulé « Les secrets de la neige, l'affaire Renard », serait publié dans 6 mois et était déjà attendu avec impatience par les critiques. Pierre lui envoya une peinture de la vieille chapelle, capturant à la fois sa beauté et son mystère, qu'elle accrocha dans son hall d'entrée. Les Leclerc lui envoyèrent une carte postale de leur prochaine destination, lui disant qu'aucune vacance ne pourrait jamais égaler leur aventure à Saint-Cristal. Le professeur Dumas publia son article académique sur la justice communautaire et lui en envoya une copie, la citant comme une observatrice remarquable de la condition humaine. Et Madame Beaumont, ou plutôt Madame Renard, comme elle signait maintenant, lui écrivit régulièrement, la tenant au courant des développements, la cérémonie commémorative pour son père, qui avait attiré tout le village, la création de la fondation Édouard Renard, et même le fait que l'ancienne maison Renard allait être restaurée et transformée en musée sur l'histoire du village.